watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news qui est une vidéo update sur l'affaire Justin Baldoni Blake Lively, car il s'est passé quelque chose de très victorieux la semaine dernière et il s'est encore passé un truc là le 7 avril. C'est pas fini pour autant. Ça va quand même aller jusqu'au procès, mais en tout cas, c'est quand même très bénéfique pour lui ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça. N'oubliez pas, pour ceux qui préfèrent m'écouter en podcast, que vous m'avez également en podcast sur Spotify, Apple Podcast, etc. Vous avez tout là à l'écran, également en barre d'infos. Donc, le juge Liman a rejeté brutalement les accusations de grossophobie et de harcèlement S portées par Blake Lively. Victoire donc majeure avant le procès pour Justin Baldoni. Il s'est passé dans les coulisses des choses un peu sales. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, rien d'étonnant, hein. Les avocats font du sale. Les avocats de Blake Lively ont déclaré que Justin et son équipe juridique avaient franchi la ligne rouge en posant des questions indiscrètes sur sa vie intime lors de dépositions liées à l'affaire. Alors je cite: les antécédents S et ou sentimentaux de Madame Lively n'ont aucun rapport avec les questions en litige dans cette affaire et nous ne tolérerons pas un tel interrogatoire qui fera l'objet d'une ordonnance de protection et d'une requête en sanction s'il se produit. L'équipe juridique de Blake avait également affirmé que les avocats de Justin avaient fait preuve d'un manque de décorum élémentaire lors de la déposition, avec un comportement inapproprié tels que des commentaires insultants, des conversations croisées audibles et des rires pendant l'interrogatoire. Toujours est-il que le 2 avril, le juge Liman a statué que plusieurs plaintes liées aux allégations de représailles pouvaient être examinées et là donc le couperet est tombé. Le juge a rejeté 10 de ces 13 accusations, ce qui a donc redéfini complètement l'affaire juste avant le procès. Alors il a rejeté quoi? Il a rejeté les accusations de grossophobie. Vous savez, l'histoire où Justin avait demandé à l'entraîneur combien pesait Blake parce qu'il devait la soulever pour une scène et du coup il voulait savoir son poids parce qu'il avait le dos très fragile, il s'était pété le dos et donc elle avait pris ça pour de la grossophobie. Bref, donc le juge a rejeté ces accusations, estimant qu'elles ne pouvaient raisonnablement pas étayer une plainte. Il a également débouté Blake de toutes ces accusations de harcèlement S. Et ça, c'était une grande victoire pour Justin, c'est pas rien. Donc en gros, qu'est-ce qui reste à Blake? 3 chefs d'accusation: rupture de contrat, représailles et complicité de représailles. Donc le procès est toujours prévu à New York le 18 mai prochain. Donc les avocats de Justin, Alexandra Shapiro et Jonathan Bach, ont déclaré: nous sommes très satisfaits que le tribunal ait rejeté toutes les accusations de harcèlement S et toutes les plaintes déposées contre les accusés, à savoir Justin Baldoni, Jamie Hiss, Steve Sarowitch, Melissa Nathan et Jennifer Abel. Il s'agissait d'allégations très graves et nous remercions le tribunal pour son examen attentif des faits, du droit et des nombreuses preuves fournies. Alors rappelez-vous que dans toutes ces accusations, il y avait les fameuses soi-disant scènes où elle accusait Justin de l'avoir embrassé alors que ce n'était pas prévu dans le scénario. Elle accuse également Jamie Hiss d'être entrée dans sa loge alors qu'elle allaitait et prétendait qu'il lui avait également montré une vidéo de l'accouchement de sa femme. Bon, tout ça c'est rejeté. Et on a Sigrid McCauley, qui est membre de l'équipe juridique de Blake, qui a déclaré de son côté: cette affaire a toujours été et restera axée sur les représailles dévastatrices et les mesures extraordinaires prises par les accusés pour détruire la réputation de Blake Lively parce qu'elle a défendu la sécurité sur le plateau et c'est ce point qui sera porté devant les tribunaux. Alors déjà, rien que là, ça va pas du tout, sa déclaration à cette bonne femme, parce que de dire que cette affaire a toujours été et restera axée sur les représailles dévastatrices, non, en fait, à l'origine, la plainte, c'était que Blake avait été harcelé intimement sur le plateau, que lors de la promotion du film, bien qu'elle ait fait n'importe quoi, eh ben non, c'était de la faute de Justin qui faisait de l'astroturfing sur elle, donc... bref, elle raconte n'importe quoi.
Et puis en plus, elle n'avait pas déclaré la même chose il y a quelque temps. Souvenez-vous, hein, Sigrid McCauley, c'est l'avocate des victimes dans l'affaire Jeffrey. Maintenant, on parle plus que de représailles, le discours a changé et on n'est même plus d'accord avec ce qu'on dit soi-même. Donc, bref, ça me fait bien rigoler personnellement. Pour Blake Lively, la plus grande forme de justice est que les personnes et le mode opératoire de ces attaques numériques coordonnées aient été démasqués et soient déjà tenus responsables par d'autres femmes qu'ils ont ciblées. Elle se réjouit de témoigner au procès et de continuer à mettre en lumière cette forme odieuse de représailles en ligne afin qu'elle soit plus facile à détecter et à combattre. Donc ça confirme bien, maintenant on parle que d'astroturfing, ça n'a jamais été une histoire d'harcèlement S également. Par contre, ils insistent sur un point très important, les poursuites pour harcèlement S sont abandonnées non pas parce que les accusés n'ont rien fait de mal, mais parce que le tribunal a déterminé que Blake Lively était une travailleuse indépendante et non une employée. Oui, d'accord, effectivement, on va aller dans ce sens-là. Pour le coup, c'est pas faux, hein. Forcément, ils allaient bien mettre l'accent dessus. Donc, dans sa décision, le juge Lewis Liman, il a déclaré que les contrats invoqués par Blake à l'appui de sa plainte étaient inapplicables car elle ne les avait pas signés. Je vous renvoie à ma playlist hein, où je vous ai fait je ne sais pas combien de vidéos sur cette affaire. Et effectivement, il avait été question d'un contrat d'actrice que Blake n'avait jamais voulu signer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour ceux qui ont suivi mes vidéos. On en avait parlé de ça, qu'à chaque fois, Justin, il envoyait des mails, son équipe envoyait des mails. Est-ce qu'elle a signé, est-ce qu'elle a signé, est-ce qu'elle a signé, et elle ne signait pas son contrat, Blake. C'est un truc qu'on avait un peu laissé de côté, mais c'était évident qu'un jour, ça allait péter à la tronche de Blake. Parce que du coup, Blake Lively n'a jamais signé le contrat qui devait encadrer son travail sur le film, et ce document qui devait notamment fixer les règles concernant le harcèlement S sur le tournage a fait l'objet de désaccords pendant plusieurs mois entre son équipe et celle de Justin Baldoni. Objet de désaccord, c'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu le signer, mais parce qu'elle préparait un coup, hein, on le savait déjà, on a compris dès le début, et donc c'est ça en fait qui la perd dans ce procès, car le juge explique donc que ce contrat n'a jamais été officiellement conclu, puisqu'il n'a jamais été signé par les deux parties. En conséquence, il ne peut pas être considéré comme juridiquement viable. Donc en fait, Blake Lively n'était pas employé sur le film, jamais plus. Je vais vous détailler ça après avec leurs termes à eux, mais en gros c'est pour que vous compreniez ce qui va se dire. Blake Lively soutenait pourtant qu'elle pouvait quand même s'appuyer sur certaines clauses du document, notamment celles concernant le harcèlement. Mais le juge a rejeté cet argument, estimant qu'on ne peut pas utiliser une partie d'un contrat si le contrat lui-même n'a jamais été finalisé. Parce que dans le contrat qu'elle devait signer, comme quoi elle était actrice embauchée comme actrice sur ce rôle, oui, il y a des clauses qui parlent d'harcèlement S, etc. Donc elle disait, bah regardez ça, moi, c'est écrit dans le contrat là, et bah ça je l'ai subi. Oui, mais tu peux pas te servir de ces clauses là si t'as pas signé le contrat. Le contrat n'est pas valable pour toi, du coup il est caduc. Comprenez? Le juge a également rejeté un autre argument de Blake qui affirmait pouvoir engager des poursuites en se basant sur l'ALA. Donc l'ALA, c'est le contrat de travail qui aurait dû encadrer sa participation au film. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc selon elle, même si ce contrat n'a pas été formellement signé, les discussions entre les équipes pendant les négociations auraient dû suffire à prouver qu'il était devenu valable à un moment donné. Pour elle, le simple fait qu'on ait discuté de ce contrat, bah, c'est bon en fait. C'est comme si elle l'avait signé. Bah non, cocotte, tu ne l'as pas signé. Un contrat, ça se signe, hein. On peut en parler pendant des années. Si tu l'as pas signé, ça ne marche pas en fait. T'as jamais donc validé ce contrat. Logique donc que tu ne puisses pas t'en servir pour dénoncer ton patron. Voilà, donc le juge n'est pas d'accord, il estime que les éléments présentés par Blake ne prouvent pas que ce contrat ait réellement été conclu. Et dans sa décision, il souligne un problème majeur. Blake Lively affirme que l'ALA, donc ce contrat, est devenu juridiquement contraignant pendant les négociations, mais elle est incapable de dire à quel moment précis cela se serait produit, ni quelle version du contrat serait concernée. Or, pour qu'un contrat soit valable, les deux parties doivent être clairement d'accord sur la même version du document. Le juge pose donc la question, quelle version du contrat aurait lié les deux camps? Celle qui ne contenait même pas la clause sur le harcèlement S? Eh oui, parce que du coup, si le contrat n'était pas d'accord et que ça a été remanié, on ne sait même plus en fait sur quel contrat s'est mise oralement
verbalement d'accord, mais quand bien même elle ne l'a jamais signé. Comprenez, ça se trouve, il y a pu avoir 10, 15, 20 versions de ce contrat. Donc sur quelle version du contrat elle se base? Puisqu'à chaque fois que l'un n'est pas d'accord, le contrat est modifié et après il est relu. Ah bah non, là je suis toujours pas d'accord, ou ça faut le modifier, donc le contrat est encore modifié. Et ça peut durer très longtemps comme ça, hein. Donc là, le juge, il dit ok, peut-être que pour toi, le contrat dans ta tête, il était validé, mais quelle version du coup? Et ça, elle n'a pas pu le prouver. Et en plus, comme je vous dis, elle n'a rien signé. Donc il rejette aussi l'idée selon laquelle le simple fait que Justin ait payé Blake suffirait à prouver l'existence de ce contrat. Selon lui, le paiement ne signifie pas automatiquement qu'un contrat précis a été accepté par les deux parties. En résumé, pour le tribunal, rien ne prouve que cet accord ait réellement existé juridiquement. Et c'est ça donc qui a perdu Blake. Le juge a toutefois estimé que les arguments de Blake Lively étaient plus solides concernant un autre document, le CRA, c'est-à-dire un avenant qui a été ajouté au contrat. Et contrairement aux autres accords évoqués dans l'affaire, ce document a bien été signé. Il a été signé en janvier 2024 par Jamie East, le producteur du film. Et cet avenant contenait donc la liste des 17 conditions qui devaient être respectées pour que Blake accepte de retourner sur le tournage. Vous vous rappelez, c'était la fameuse liste qu'elle aura lue pendant la réunion où Justin s'est fait embrouiller comme du poisson pourri, qui s'est fait humilier devant les cadres Sony, tout ça, vous vous souvenez? Donc ça par contre oui, comme ça a été signé, puisque sinon elle revenait pas travailler, et bah ça oui, elle peut s'en servir, mais c'est juste quelque chose qui est ajouté au contrat, mais contrat qu'elle n'a pas signé. Voilà un peu l'ambiguïté du truc. Parmi les 17 conditions, figurait notamment une clause très importante, l'interdiction de toute forme de représailles si quelqu'un signalait un comportement problématique ou inapproprié sur le plateau. C'est pour cette raison que le juge considère que les arguments basés sur ce document sont plus solides puisqu'il s'agit d'un accord écrit et signé. C'est pour ça donc qu'il lui accorde, dans tout ce qu'il a enlevé, là, les 10 chefs d'accusation, il lui en laisse 3 qui concernent les représailles. C'est grâce à ce document. Sinon même ça, en fait, il n'y avait plus rien. Il n'y avait même plus de procès. Vous voyez? Et pour rappel, Justin avait signé ces 17 conditions parce qu'il avait dit qu'en fait, il n'avait pas le choix. Il devait les signer, sinon il ne revenait pas travailler. Et ils étaient déjà engagés depuis plus d'1 an. Donc là, ils perdaient des millions et des millions de dollars. Mais dans le même temps, toutes ces conditions qu'elle a mises, le juge a quand même également vu, et même au-delà de cette liste, dans tout le dossier, il a vu le contrôle qu'avait exercé Blake sur le film, à savoir pas de scène comme ceci, pas de scène comme cela, plus de ça, plus de ça, plus de ça. Et bien même ça, finalement, ça s'est quand même retourné contre elle, parce que du coup, le juge a déclaré que le fait que Blake ait exercé un tel contrôle sur le film rendait ses demandes irrecevables. Pour que la procédure puisse se fonder sur la loi relative aux droits civiques de 1964 et le Code du travail californien, Blake aurait dû être employé par la production de Jamais plus. Or, le juge a déclaré que les faits incontestables révèlent que Blake bénéficiait d'une indépendance économique suffisante pour être considérée comme une travailleuse indépendante, ce qui signifie que ces lois ne lui étaient pas applicables. Il a énuméré les nombreuses exigences de Blake en contrepartie de ses services, notamment une limite de 12 heures par jour, le choix de 90% des chansons du film, la supervision de chaque plan retenu pour le montage, la consultation des spectateurs lors des projections tests et la sélection des prises à conserver dans la version finale. Le juge Liman explique que même si chaque élément pris séparément ne suffit pas forcément à trancher l'affaire, l'ensemble des preuves mises bout à bout ne laisse plus vraiment de doute. Selon lui, ça signifie que Blake ne peut pas engager de poursuite sur cette base. Et dans sa décision, il souligne également que Blake disposait d'un pouvoir contractuel important concernant sa participation au film et qu'elle a effectivement utilisé ce pouvoir pendant la production. Je cite le juge. Elle a participé au recrutement et au licenciement des assistants, négocié le déplacement du tournage pour le rapprocher de son domicile, réécrit le scénario, mené des réunions avec tous les chefs de département et le studio, supervisé une équipe de monteurs et joué un rôle central dans la conception de l'esthétique
du marketing et de la sortie du film. Elle bénéficiait d'une indépendance financière lui permettant de se retirer à tout moment, la seule conséquence étant potentiellement une rupture de contrat. Et elle a exercé cette indépendance en négociant les conditions de son retour au travail. Elle bénéficiait également d'une participation au capital du film. Concernant les allégations de représailles, il déclare qu'un jury pourrait conclure qu'elle s'était opposée à des pratiques qu'elle considérait subjectivement comme du harcèlement S, il lui accorde ça, mais il a toutefois noté que l'équipe de Justin affirmait qu'elle utilisait ces allégations comme un moyen de pression pour exercer un contrôle sur le film. Le juge a donc écrit: un jury raisonnable pourrait conclure que Blake a également vécu ce qui s'est passé sur le plateau comme une discrimination. Les deux ne sont pas incompatibles. Il existe au moins un point litigieux quant à savoir si Blake a sincèrement vécu ce qui s'est passé sur le plateau comme du harcèlement S. Elle a effectivement déplacé le tournage pour qu'il soit plus près de chez elle. Il a été très sympa de Justin d'accorder ça. Elle a effectivement ouvert sa bouche sur le montage. Bien que Justin ait remporté un meilleur score auprès du public test, elle a quand même fait un caca nerveux pour que ça soit sa version qui soit diffusée au public. Elle a effectivement pris son équipe de monteurs. Donc oui, en fait, tu n'agis pas comme une employée. Tu agis comme une employée indépendante, une espèce d'intervenante, quoi, limite, c'est tout. Et vu qu'elle n'a pas signé de contrat, bah ouais, le juge la considère donc comme une travailleuse indépendante. Le juge estime également que l'ajout de scènes à caractère S par Justin dans le film n'était pas discriminatoire. D'un point de vue créatif, dit-il, il ne serait ni surprenant ni déraisonnable que Justin et Blake aient tous deux écrit des scènes à caractère S explicites, même si certaines n'étaient pas du goût de l'autre. L'accusation portait aussi sur le fait que Justin avait demandé à l'entraîneur personnel de Blake s'il savait quel serait son poids au début du tournage. L'autre, il avait après balancé à Blake. À une autre occasion, Justin a présenté Blake à un spécialiste de probiotiques, également spécialisé dans la perte de poids. Et à ce propos donc, pour les accusations de grossophobie, le juge a écrit: ce comportement ne saurait être raisonnablement interprété comme une manifestation d'hostilité envers Blake en tant que femme, ni envers les femmes en général. L'apparence physique des protagonistes faisait partie intégrante du produit que les producteurs souhaitaient offrir au public. Blake elle-même a reconnu qu'atteindre un certain idéal esthétique était une composante essentielle du travail pour lequel nous nous sommes engagés avec enthousiasme, disait-elle. Elle a demandé à Justin s'il pouvait tourner les scènes physiques à la fin du tournage, afin qu'elle ait suffisamment de temps pour faire de l'exercice. Elle a écrit à son agent en privé qu'elle s'entraînait 2 fois par jour, 4 heures par jour, afin de perdre du poids et de mettre toutes les chances de son côté pour le succès du film, car, comme elle le souligne, le côté sexy du film et de sa promotion est, j'en suis sûre, crucial pour son succès. Et elle a dit à Justin: mon mari et moi considérons certains rôles comme des épreuves sportives. Celui-ci en est une et c'est formidable. Donc, compte tenu de ces déclarations, les agissements de Justin, même s'ils pouvaient être interprétés comme une incitation subtile de Blake à perdre du poids, ce qui n'est pas nécessairement étayé par ces preuves, ne sauraient être qualifiés de discrimination en raison du sexe de Blake, parce que c'est une femme. Il a également rejeté l'accusation donc de harcèlement S portée par Lively lors de la scène de danse. Le juge a écrit: il jouait la scène. À supposer qu'il improvisait, son comportement n'était pas suffisamment éloigné de ce qui pourrait raisonnablement se produire entre deux personnages lors d'une scène de danse lente pour justifier une conclusion de traitement hostile fondé sur le sexe. Donc il n'y a pas d'harcèlement, il joue un rôle. Pris isolément, ce comportement visait le personnage de Blake et non Blake elle-même. Les artistes, tout comme les auteurs de comédie, doivent disposer d'une certaine liberté d'expérimentation dans le cadre d'un scénario convenu, sans crainte d'être tenu responsable de harcèlement S. Du coup, Blake, elle a réagi direct après sur Instagram. Elle a partagé en fait la déclaration de son avocat Mike Gottlieb. Par contre, je vous épargne le charabia d'avocats parce qu'il y a eu des tensions entre les équipes, nanana.
Donc je zappe l'introduction où ça parle de Brian Friedman qui a fait des trucs un peu sales dans les interrogatoires. Bref, on va aller directement sur ce qui nous intéresse. Donc c'est Mike Gottlieb, hein, l'avocat de Blake, et voici donc ce qu'elle a repartagé. Ce que le tribunal a réellement décidé hier, c'est que Blake Lively a fourni des preuves suffisantes pour que ses problèmes principaux soient jugés. Elle a dénoncé ce qu'elle considérait comme du harcèlement S sur le plateau de tournage et a subi des représailles qui ont porté atteinte à sa réputation. Le tribunal a statué de manière minutieuse que Madame Lively a fourni des preuves suffisantes des points suivants. Point numéro 1. Elle a fait part en privé de ses inquiétudes concernant le comportement de Justin Baldoni et Jamie E sur le plateau, comportement qu'elle et d'autres personnes jugeaient perturbant. Point numéro 2. Elle croyait raisonnablement de bonne foi que le comportement dont elle avait fait part en privé constituait du harcèlement S illégal. Point numéro 3. Justin, Jamie et Wayfarer Studio ont compris que ces allégations constituaient du harcèlement S et 4. En réponse, ils ont franchi la ligne rouge et pris des mesures qui ont nui à sa réputation et à sa carrière. Suite à la décision d'hier, toutes ces allégations seront soumises à un jury. Voici ce que la Cour a déclaré concernant les allégations de harcèlement S de Madame Lively. Une personne placée dans sa situation aurait pu considérer que son lieu de travail reflétait parfois une vision sexiste et sexualisée des femmes, ainsi qu'un mépris de leur vie privée suffisant pour justifier une plainte pour environnement de travail hostile fondé sur le sexe ou le genre. La décision de la Cour selon laquelle les allégations de harcèlement de Madame Lively, tant au niveau de l'État qu'au niveau fédéral, ne pouvaient être portées devant un jury, portait sur des questions de droit et non sur une approbation du comportement des défendeurs. La Cour a statué que les allégations de harcèlement S de Madame Lively ne pouvaient être soumises à un jury car Madame Lively n'avait signé aucun contrat, qu'elle est une travailleuse indépendante et non une employée et que les faits reprochés se sont produits dans le New Jersey et non en Californie. Le fait que Brian Friedman prétende être innocenté grâce à des vices de forme alors qu'il doit comparaître le mois prochain est révélateur. Les représailles subies par Madame Lively pour avoir dénoncé en privé un environnement de travail sûr ont toujours été au cœur de son combat. C'est la raison pour laquelle elle a porté plainte. Le tribunal a estimé qu'il existait suffisamment de preuves pour poursuivre l'affaire. Nous attendons donc avec intérêt le procès prévu le 18 mai. Et Blake donc s'exprime à son tour. Je suis reconnaissante de la décision du tribunal qui permet que le cœur de mon affaire soit présenté à un jury le mois prochain et de pouvoir enfin raconter mon histoire dans son intégralité lors du procès pour moi-même, mais aussi pour celles et ceux qui n'ont pas cette même chance, dont beaucoup que j'ai connus et aimés profondément, et les innombrables personnes que je ne connaîtrai jamais. La dernière chose que je souhaitais était un procès, mais j'ai intenté cette action en justice en raison des représailles généralisées que j'ai subies et que je continue de subir pour avoir demandé, à titre privé et professionnel, un environnement de travail sûr pour moi et pour les autres. J'espère que la décision du tribunal montrera à d'autres que, aussi douloureux que cela soit, il est possible de prendre la parole. Ne vous laissez pas distraire par le feuilleton numérique. Le fait de présenter constamment ce procès comme un drame de célébrité est non seulement irresponsable, mais aussi intentionnel, pour vous empêcher de vous reconnaître dans mon histoire. La douleur physique causée par la violence numérique est bien réelle. C'est de la maltraitance et elle est partout, pas seulement dans les médias, mais aussi dans vos communautés et vos écoles. Si vous y prêtez attention, mes affirmations ne seront ni les premières ni les dernières à vous alerter sur les dangers extrêmes des représailles et de la guerre numérique. Et ces attaques ne viseront souvent pas les célébrités ni ceux qui osent s'exprimer. Cela nous concerne tous, sans distinction politique. Soyez attentifs à toutes les formes de manipulation en ligne. La manipulation numérique a été présentée comme intraçable. Si vos enfants utilisent des téléphones, ils font partie des personnes les plus vulnérables. Protégez-les, parlez-leur. Selon les études, entre 16% et 58% des femmes ont subi des violences ou du harcèlement en ligne et 97% des organismes d'aide aux victimes de violences sexistes signalent des cas de violences facilitées par la technologie. Un travail essentiel a déjà été accompli pour exposer les systèmes, les tactiques et les acteurs malveillants. Les efforts pour renforcer la sécurité sont en partie en cours de procès, mais ils se poursuivront bien après.
C'est le travail dont je suis le plus fière. Je n'aurais jamais pu me lever sans le soutien indéfectible de toutes celles et ceux qui m'ont précédé et de toutes les personnes qui nous entourent encore, qui créent des lois, impulsent le changement social, suscitent des débats, se mobilisent, œuvrent dans l'ombre et au grand jour, risquant et parfois perdant tout pour la sécurité de tous et de toutes. Certains sont connus de nous, la plupart restent inconnus. Merci à vous tous et à toutes. Je continuerai sans relâche à lutter pour dénoncer les systèmes et les individus qui cherchent à nuire, à humilier, à réduire au silence et à exercer des représailles contre les victimes. Je sais que pouvoir me lever est un privilège. Je ne le gaspillerai pas. Et là, elle a osé mettre un emoji dragon. S'il vous plaît. Votre soutien me donne la force de continuer. Non, mais l'emoji dragon, il m'a fumé. Elle a osé le mettre, quoi. Et suite à ça, elle va nous sortir dans sa story tous les extraits de la décision du tribunal qui allait dans son sens. Elle en a sorti plein, je vais pas m'amuser à tous vous les lire. En gros, tous ceux qui vont dans le sens de l'astroturfing, elle souligne bien que ça, le juge, il est d'accord, ça peut être examiné par un jury. Mais oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire que le jury va être d'accord quand même. C'est juste que le juge t'autorise que ça finalement, à vouloir prouver. Parce que pour lui, il y a un doute raisonnable. Ça pourrait être effectivement le cas. Maintenant, il va falloir le prouver à un jury. Donc voilà, ça c'était la semaine dernière. On en arrive à lundi. Les avocats des deux parties ont dû rencontrer séparément le juge d'instruction en charge de l'affaire, donc le juge Liman, lors d'audience à huis clos par téléconférence afin de discuter de leur position sur un éventuel règlement, mais dans les documents déposés mardi, donc le lendemain, il est indiqué que les discussions n'ont abouti à rien et que l'affaire se poursuit normalement jusqu'au procès. Du coup, Blake a voulu savoir si Justin et toute son équipe comptaient témoigner au procès et ils n'ont pas voulu répondre. Parce qu'effectivement, comme le dit son avocat Gottlieb, le refus des défendeurs de fournir ces informations essentielles à Madame Lively semble viser à lui conférer un avantage stratégique en la privant d'informations qui influenceront considérablement sa capacité à établir dans les délais impartis les listes de témoins et de pièces à conviction, ainsi qu'à effectuer d'autres échanges. Si certaines ou toutes les parties refusent de comparaître au procès, Madame Lively est en droit d'en être informée à l'avance. Voilà les amis, on est parti pour le procès. Alors effectivement, hein, comme le dit Blake, non mais c'est pas parce que Justin, je peux pas l'attaquer sur le harcèlement. Est-ce qu'il n'y en a pas eu? C'était plus par rapport au fait qu'elle n'ait pas signé le contrat. Franchement, le fait qu'elle n'ait pas signé ce contrat, moi, je ne suis pas étonnée que ça ait du coup joué un grand rôle là-dedans. C'était une évidence, j'ai envie de vous dire. Tout comme le fait que je suis quand même toujours abasourdie qu'on puisse servir de tout ça alors que le téléphone de Jennifer Abel a été saisi de manière tellement louche, tellement bizarre. Parce qu'il y a toujours ce procès en parallèle. Rappelez-vous, je vous avais dit depuis le tout début qu'il y avait deux procès. Il y avait le procès entre Blake Lively, Justin Baldoni et tout le monde, mais également entre Stephanie Jones, qui avait dans son équipe Jennifer Abel. Et quand elle a appris que Jennifer Abel voulait quitter sa boîte pour monter la sienne et prendre Justin avec elle, là, Stephanie Jones a fait du sale envers Jennifer et envers Justin, et c'est elle qui donc a donné le téléphone à Blake. Blake qui l'a obtenu via une procédure judiciaire très douteuse, très louche, à la limite du légal. Donc il y a toujours ce procès aussi en cours de l'autre côté, où Stephanie Jones dit que Justin a rompu son contrat. Enfin bref, c'est tout un autre gros bazar de ce côté-là. Je suis même étonnée qu'on n'ait pas plutôt réglé ce procès-là d'abord, parce que du coup, ça aurait forcément eu des répercussions sur le procès entre Justin et Blake. En tout cas pour le téléphone, tous les échanges, tout ça, sur lequel se base l'astroturfing du coup. On ne peut plus servir de ce téléphone-là parce qu'on a statué officiellement, juridiquement, que
il ne pouvait pas être utilisé parce qu'il était obtenu de manière illégale. Du coup, il doit sauter de tout. Il reste quoi à Blake pour dire qu'à AstroTurfing? Rien. Donc c'est pour ça que je suis très surprise qu'on n'ait pas réglé déjà cette histoire-là de l'obtention légale ou pas du téléphone de Jennifer Abel, parce que sans ce téléphone, Blake n'aurait pas pu porter plainte pour AstroTurfing. En tout cas, voilà les amis pour l'update. Naturellement, je vous tiens au courant de la suite. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.